Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, c'est 1 heure de direct où on retrouvera notre invité politique à 8 heures. Aujourd'hui, Jacques Attali, écrivain économiste qui sera débriefé par nos éditorialistes Yves Tréhard et Denis Jambard. Dans un instant, le JT des territoires suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis, vous retrouverez le Zap Élysée, le premier zapping politique de la journée. Mais tout de suite, le JT des territoires. Les prisons, toujours au cœur de l'actualité. En cause, vous le savez, des problèmes de surpopulation, d'insécurité et de conditions de travail. Direction Corbas, près de Lyon, où une nouvelle agression la semaine dernière a déclenché le ras-le-bol des surveillants. Bertrand Frachon était sur place pour TLM TV, Télé Lyon Métropole. Aujourd'hui, tout a été bloqué, c'était prison morte. Ne sont rentrés que les officiers assez tôt ce matin et puis nous avons fait faire la relève des collègues de nuit. Les surveillants de la maison d'arrêt de Corbas ont bloqué l'établissement aujourd'hui pour dénoncer le sous-effectif et des problèmes d'insécurité. Nous nous retrouvons régulièrement en sous-effectif et avec un flux de détenus important, notamment au niveau des mouvements des détenus dans l'établissement. Et nous avons de plus en plus de mal à gérer ces mouvements. Et du coup, ça génère une insécurité. Régulièrement, il y avait des accidents, notamment qui visaient les personnels. On avait aussi des terroristes qui ont lancé des appels au meurtre de personnel de surveillance. Et à l'intérieur, nous constatons que régulièrement, l'agressivité augmente. On est par rapport à l'organigramme, donc un organigramme sur un effectif, il nous manque 42 postes. Donc 42 postes qui n'ont jamais été remplacés. Et maintenant, quand on a des promotions de surveillants, donc on en a à peu près 2 par an, on en récupère à peu près une vingtaine pour des départs de 30, 40, voire plus surveillants. La direction de la maison d'arrêt a rencontré en fin d'après-midi les surveillants en colère. Autre blocage, les agents des finances publiques se sont mobilisés hier contre des suppressions de postes un peu partout en France. Illustration de ce malaise au centre des impôts de Perpignan, Côte-Vermeille, qui a été bloqué par les agents de service public le jour du dernier délai de paiement pour s'acquitter de la taxe foncière. Les syndicats annoncent diverses journées d'action à partir du mois de novembre et appellent à une grève nationale le 15 novembre. Reportage Laurie Charrier pour TV Sud. Aucune indication de la part de la direction et des contribuables dans l'attente devant la porte fermée du centre des impôts Côte-Vermeille de Perpignan. Ce lundi 17 octobre, jour d'échéance du paiement de la taxe foncière, les agents des services publics bloquaient le site. Une action suivie au niveau national pour protester contre les suppressions d'emplois qui dégradent selon eux la qualité du service public. La priorité, c'est qu'on arrête les suppressions d'emplois au sein des finances publiques. Le deuxième point, c'est qu'on pourvoit tous les postes restés vacants. Le fait d'avoir plus d'emplois permettra d'arrêter aussi toutes les restructurations et réorganisations qui sont imposées par Bercy et qui mettent à mal totalement le service public. C'est-à-dire qu'en gros, on décentralise quasiment l'intégralité des missions, où on regroupe plusieurs services ensemble, pas forcément pour avoir un meilleur service au niveau des usagers, mais simplement pour que les services éventuellement, et encore ça reste hypothétique, tournent mieux avec les personnels existants. Mais bon, ça c'est juste un leurre lancé par les directions locales et nationales. Le centre des impôts réouvrira dès demain. Néanmoins, d'autres journées d'action sont prévues le mois prochain. Une grève nationale est déjà annoncée pour le 15 novembre et par roulement des services les jours suivants. Quand les élus se confrontent au terrain, alors que la Poste est sujet à une réorganisation qui impacte ses personnels, le temps d'une matinée, la députée de l'Hérault, Anne-Yvonne Le Dain, s'est glissée dans la peau d'une factrice de Montpellier. Au programme 10 km de marche, 1500 boîtes aux lettres en quelques heures, la députée s'est confrontée à la réalité du métier. Un reportage de Laura Uricel pour TV Sud. Aujourd'hui, nous sommes avec la députée de l'Hérault Anne-Yvonne Le Dain pour participer à une expérience, une sorte de vie ma vie de métier de facteur. Elle accompagne ce matin Sylvie dans sa tournée. Le but, se confronter à la réalité du métier. Quelques chiffres avant de commencer. 342 postiers distribuent le courrier chaque jour à Montpellier et ça, 6 jours sur 7. Le facteur ou la factrice en l'occurrence, eh bien, elle va partout et qu'en suivant partout, on voit d'abord son travail. Là, cette dame, elle va faire 10 km dans sa tournée, ce matin à pied, plus les escaliers. Et puis, elle va pratiquer des actes très importants parce que c'est l'intimité de chacun. Le facteur distribue le courrier. Le courrier, c'est à la fois l'intimité, mais c'est en même temps la vie, le rapport à l'administration. Enfin, c'est très important. C'est important qu'on reconnaisse votre travail. Vous trouvez que, justement, les gens ne connaissent pas assez ? Oui, c'est important, parce que les gens nous voient dans la rue, mais après, ils ne voient pas le travail qu'on fait à l'intérieur. Et puis même les tournées qu'on fait qui sont assez longues.
Et le travail qui est quand même dur, pas mal. Et varié. Et varié. Et varié. Beaucoup de contacts. On commence à 7h moins le quart et on trie. Ensuite jusqu'à 7h15. Et ensuite on se rend sur notre casier et on trie tout notre courrier qui arrive, des grosses lettres, des petites lettres. Donc, et puis on classe notre tournée. Et c'est quoi le message que vous voulez faire passer à Madame la députée? C'est très bien qu'elle soit venue, qu'on soit reconnue par rapport au travail. Parce que je pense qu'elle voit que c'est assez quand même pénible. Anne-Yvonne Le Dain repart pour une nouvelle tournée lundi prochain, le 24 octobre. Et cette fois-ci, ça sera sur le site de Malbosc. Wikileaks et Panama Papers, vous le savez, ont révélé le rôle central des lanceurs d'alerte dont le statut est toujours en question. Plusieurs syndicats et ONG européens demandent une législation protectrice en leur faveur. Et à 2 mois du procès en appel d'Antoine Delfour, le lanceur d'alerte soupçonné d'avoir divulgué des centaines d'accords permettant aux multinationales de pratiquer l'évasion fiscale, une journée festive était organisée pour rassembler ses soutiens locaux à Darneuil dans les Vosges. Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions. À 2 mois de son procès en appel, Antoine Deltour ne lâche rien. Pourtant, il le sait, son combat judiciaire risque d'être long. Condamné en juin dernier à 12 mois de prison avec sursis et 1 500 € d'amende, le lanceur d'alerte vosgien a rassemblé ses soutiens dimanche dans le petit village de Darnieul. Je pense que dans une société de plus en plus individualiste, c'est très encourageant de voir que voilà, vous êtes nombreux à vous engager pour des causes collectives importantes qui sont la protection des lanceurs d'alerte et la justice fiscale. Les lanceurs d'alerte par nature sont quand même très isolés, très vulnérables et ils passent souvent par des situations extrêmement difficiles et je suis quand même plutôt chanceux par rapport à d'autres lanceurs d'alerte et je pense qu'effectivement le principal soutien qu'ils peuvent recevoir pour l'instant vient du public. Alors il y a la loi Sapin 2 qui va peut-être un peu améliorer leur sort. Là voilà, on rassemble des gens autour de combats où si on y allait seul on s'en sortirait pas, on serait broyé. Ancien auditeur au sein du cabinet PricewaterhouseCoopers à Luxembourg, Antoine Deltour a révélé dans l'affaire LuxLeaks les pratiques d'évasion fiscale de 500 multinationales. Sa lutte contre ce système touche toutes les générations. C'est un peu tous notre combat et même s'il y en a qui ne se sentent pas concernés, indirectement ils le sont quand même s'ils ne le savent pas. Il représente un exemple pour toi, Antoine, aujourd'hui? Ah oui, pour moi c'est un peu comme un idole. Je le vois comme quelqu'un de courageux et quelqu'un qui a envie de faire bouger des choses et qui n'est pas inactif. C'est pas un simple comptable quoi en fait pour moi. Pour engager le combat contre tous ces scélérats et dénoncer leur magouillage, faut une bonne dose de courage. Grâce à cette journée festive et musicale, l'idée est aussi d'apporter une aide financière à Antoine Deltour, car les procès coûtent cher et le lanceur d'alerte n'exclut pas d'aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme s'il n'obtient pas une relaxe en appel. Ce qu'on a payé aux avocats, c'est autour de 35 000 € qu'on a réussi à financer intégralement de la part du comité de soutien. Donc voilà, c'est quand même des sommes assez conséquentes et vu que le procès risque de durer, c'est important qu'on soit là aussi pour soutenir Antoine financièrement. Les audiences du procès en appel se tiendront les 12, 19 et 21 décembre au tribunal de Luxembourg. Antoine Deltour y retrouvera l'autre lanceur d'alerte, Raphaël Allais, qui également fait appel. D'ici là, le comité de soutien du Vosgien continue de se mobiliser et envisage une manifestation de plus grande ampleur. Une délégation de la région PACA est actuellement à Shanghai pour attirer de nouveaux investisseurs, des entreprises et vendre le savoir-faire régional. Lucie Camin d'Azur TV suit ce déplacement jusqu'à vendredi. Première étape, la visite de l'entreprise Ketchen Silicon Chemical qui pourrait s'installer à Fos-sur-Mer. Opération séduction pour la délégation menée par le président de la région PACA, Christian Estrosi, en visite sur le site de l'usine de Ketchen à Wuxi. L'enjeu est de taille. La firme, spécialisée dans la production de silice, un oligo-élément utilisé dans la fabrication de pneus ou encore de dentifrice, pourrait ouvrir une usine sur le site de Fos-sur-Mer. Un premier investissement estimé entre 70 et 80 millions d'euros, 200 sur le long terme, sans compter la création de 150 emplois. Par rapport au site de Fos-sur-Mer, il y a plusieurs avantages, mais le premier par exemple, c'est la disponibilité en termes d'utilité, en termes électriques, en termes de disponibilité en termes de gaz, de vapeur et aussi pour nous l'eau. Ketchen prévoit d'ouvrir un site de production mais aussi un centre de recherche et développement. 2 autres sites sont actuellement en concurrence avec celui de Fos-sur-Mer, basé aux Pays-Bas et en Allemagne.
Pour appuyer sa candidature, le président de la région a insisté sur l'accompagnement de l'entreprise sur sa démarche d'investissement. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on ne produit pas de silice en Europe, que la silice est une matière première qui est essentielle notamment pour de grands manufacturiers des pneumatiques, je pense à Michelin. Et il est bien évident que l'implantation d'un tel industriel chinois sur un produit de matière première essentiel à certains produits manufacturiers en Europe, c'est aussi un signal fort adressé à d'autres investisseurs potentiels pour renforcer l'image d'attractivité du bassin de Fos-sur-Mer. Le président de Ketchen a souligné que la région PACA avait plusieurs pas d'avance sur ses concurrents. Réponse en novembre prochain. C'est un minibus 100% électrique. Il devrait être mis en service en 2017 dans la communauté urbaine de Perpignan, mais uniquement sur des petits trajets. Pour le moment, il circule à titre expérimental jusqu'au 17 octobre. Olivier Roiran pour Médias du Sud. Il est en expérimentation jusqu'au 17 octobre sur le réseau de transport de la communauté urbaine de Perpignan. Un minibus 100% électrique réservé à 2 petits trajets à cause d'une autonomie limitée. Des véhicules prêtés par le constructeur pour le moment. Ce ne sont que des essais, c'est la navette dans Perpignan pour ensuite passer à l'achat. Il y a 16 bus qui sont changés en 2017. Les minibus seront pour la plupart 100% électriques. Quant aux grands bus et bus normaux, ils seront hybrides. On ne veut pas mettre toute la même technologie dans tous les bus, sachant qu'on en est encore un peu au balbutiement. Ça va très vite, mais on en est encore au balbutiement. Ça ne répond pas encore à tout ce que nous attendons. D'ici 2021, 30% du parc actuel de bus de la CTPM devrait être renouvelé en électrique ou en hybride, soit une quarantaine de véhicules. Voilà, c'est la fin de ce journal avant d'accueillir les éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Une revue de presse de vos journaux ce matin, dans un instant. Dans l'actualité, ce sera aussi également le cas de notre débat dans un instant. Hollande, un Florange passe, toujours fragilisé par les conséquences de ses confidences journalistiques. François Hollande a fait une visite discrète sur le site des Hauts-Fourneaux de Florange en assurant avoir tenu ses promesses, mais sans convaincre. C'est la une du courrier Picard. Pour Sud-Ouest présidentiel, le marathon des candidats. Récolter les 500 parrainages de maires et assez d'argent pour financer sa campagne. Les petits candidats ont parfois du mal à mener à terme leurs ambitions présidentielles. Évidemment, dans vos quotidiens régionaux également, la bataille de Mossoul avec bataille de Mossoul. Quel coût humain, point d'interrogation pour Ouest France. Et pour la dépêche, Mossoul, Daesh, prise au piège. L'offensive des forces irakiennes avec l'appui des Alliés a été lancée hier pour reconquérir le dernier fief du groupe, État islamique. Et c'est les clés de la bataille que vous découvrirez dans la dépêche. Les migrants, toujours dans l'actualité, avec Le Mans, des passeurs de migrants bien rodés. C'est l'autoroute A28. Au moins 550 migrants kurdes ont transité au Mans avant d'être acheminés sur des aires de l'autoroute A28 grâce à une bande de passeurs particulièrement bien organisée dans le Maine libre. Le Midi libre où sont accueillis les migrants de Calais, point d'interrogation, avec donc ces 500 réfugiés répartis sur le territoire du Languedoc-Roussillon, un dossier dans le Midi libre. Dans l'actualité, les vacances aussi qui arrivent avec la République des Pyrénées, vacances de la Toussaint, le casse-tête. En effet, les vacances de la Toussaint débutent et finissent un jeudi, une situation exceptionnelle qui complique la vie des parents. C'est le point sur le calendrier scolaire 2016-2017 qui réserve bien d'autres surprises dans la République des Pyrénées. Normandie, Paris-Normandie, Le Havre, ces vacances qui fâchent. Elles débutent demain soir et s'achèveront donc le 3 novembre. Parents, enseignants et professionnels du tourisme sont agacés par ces dates de vacances, on vient de le dire, à cheval sur 2 semaines. Enfin, pour la Provence, Olympique off Marseille, avec le rachat par l'Américain McCourt officialisé hier, l'OM ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Voilà, on va passer maintenant au débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau des nouveaux venus cette année. Bonjour Bernard Stéphan, vous êtes rédacteur en chef adjoint de La Montagne et merci d'être venu de Clermont-Ferrand pour participer à Territoire d'Info. Bonjour Denis Caro de Nice Matin, vous dirigez les rédactions de Nice Matin et de Var Matin. Merci d'être avec nous. Et Sébastien Lacroix, vous êtes le rédacteur en chef
chef de l'Union de Reims, un nouveau venu et partenaire dans cette matinale d'info. Merci d'être avec nous. Le thème de notre débat ce matin, c'est la méthode Hollande déstabilise ses proches. Comment expliquer qu'il en est arrivé là? C'est le mystère Hollande, Harakiri, le président piégé, la tragicomédie du président journaliste. Ce sont quelques-uns des titres de vos journaux et de vos confrères ce matin, alors que François Hollande s'est rendu à Florange hier pour défendre son bilan industriel. On l'écoute une seconde et on revient sur Mystère Hollande. Florange, c'était un conflit qui a duré longtemps, un conflit qui a été dur, mais un conflit qui s'est dénoué. Florange, ce sont des engagements qui ont été pris et qui ont été respectés. Florange, ce sont des emplois qui ont été non seulement sauvegardés, mais créés. Florange, ce sont des investissements nouveaux qui ont été réalisés, bien supérieurs à même ceux qui avaient été un moment annoncés. Florange, ce sont des jeunes qui ont été recrutés. Florange, c'est une plateforme, pas à Florange, à Uckange, mais dans la vallée. C'est une plateforme de recherche publique qui est exceptionnelle et nous n'en voyons que le début. Florange, c'est le symbole qu'il y a une volonté et qu'elle trouve sa traduction dès lors qu'il y a des partenaires qui s'engagent, aussi bien du côté des représentants des salariés que du côté des entreprises. Florange, c'est le symbole d'un renouveau. Il faut que les Français regardent Florange avec ce regard-là. Alors Stéphane, est-ce que ça va suffire? C'est un président qui dresse un bilan favorable au milieu d'une semaine de 15 jours absolument épouvantable. C'est un bilan à Florange. Ce n'est pas le bilan général qu'on attend de François Hollande. Il avait dit « je retournerai à Florange ». Il est retourné à Florange. Ce qui se passe dans cette séquence, c'est que François Hollande et l'exécutif soignent leur gauche. Et donc là, on est bien au seuil de la campagne électorale. Ils soignent leur gauche parce qu'ils sont allés à Belfort pour le sauvetage que l'on connaît de Alstom. Ils soignent sa gauche en allant à Florange. C'est en fait la grande tradition des candidats de la gauche. On revient vers les fondamentaux, c'est-à-dire vers les bassins ouvriers. Et c'est la raison pour laquelle Hollande est allé parler à Florange hier. Sébastien Lacroix, la question qu'on peut se poser, c'est comment en est-il arrivé là, François Hollande? C'est effectivement la question que tout le monde se pose et c'est assez incompréhensible. C'est-à-dire qu'on a d'un côté l'impression que François Hollande fait tout pour éviter d'être candidat, puisque son livre qui vient de paraître montre qu'il ne croit plus finalement dans les valeurs pour lesquelles il a été élu. Et puis d'un autre côté, il essaye de défendre des bilans. Donc incohérence d'un côté, incohérence en matière de politique étrangère. On le voit bien avec tout ce qui s'est passé, ces atermoiements autour de la visite de Poutine, ces incohérences avec la déchéance de nationalité, tout un tissu de problèmes qui se sont posés régulièrement. Et d'autre part, effectivement, la visite à Alstom, la visite à Florange où il vient défendre un bilan qui n'est pas non plus complètement nul puisque un certain nombre d'engagements qu'il avait pris ont été réalisés. Notamment. Donc c'est assez incompréhensible et on comprend le désarroi de son entourage. Denis Caro, il peut faire quoi maintenant, François Hollande? Il peut expliquer, encore faire de la pédagogie par rapport à ce livre? Qu'est-ce qu'il peut? C'est incompréhensible. C'est en tout cas ce qu'il a l'intention de faire, plus que jamais. François Hollande est de moins en moins audible. Il l'est quasiment plus depuis la semaine dernière. Mais moins il est audible et plus il essaie de se faire entendre. Et la séquence à Florange hier, effectivement, les gens considèrent peut-être à tort que Florange est un échec. Et François Hollande a tenu à démontrer que c'était une réussite, qu'il avait tenu ses engagements, qu'il avait été plus malin que Montebourg notamment, mais ça j'ai du mal à considérer que les Français vont l'entendre. Anna Stéphane. Encore un mot sur le livre. Un président ne devrait pas dire ça. Évidemment, on ne comprend pas. Vous allez recevoir tout à l'heure Jacques Attali. Quand Jacques Attali a publié ses verbatim de François Mitterrand, tout était cadré, la date de sortie du livre était cadrée, et Mitterrand a relu les verbatim et il les a même corrigés. Alors, ce n'est sans doute pas dans l'esprit de François. Il a fait confiance. Hollande, oui, il a sans doute fait confiance, avec toujours derrière cet esprit de synthèse. Finalement, tout s'arrangera.
François Hollande y voit venir les catastrophes et c'est très bien expliqué dans le livre. Hein. Dès le début de son mandat, il explique ce qui va se passer et les problèmes qui vont lui tomber dessus. Et là, il a compris assez rapidement que ce livre pouvait être un problème. Il a laissé faire quelque part et il se complique la tâche. Cambadélis l'a très bien dit, mais c'est pas pour ça qu'il renonce. Mais qu'est-ce qu'il a eu derrière la tête en laissant faire? C'est quoi, un président moderne, Sébastien Lacroix? C'était quoi, ne pas intervenir dans le travail des journalistes qu'il respecte? Au fond, est-ce qu'il y a quelque chose de positif là-dedans qui peut ressortir? Je pense que dès le début, il a voulu incarner une sorte de nouvelle présidence avec un rapport... Le président normal. Oui, un président normal et également un rapport, on va dire, assez régulier avec les journalistes, une espèce de façon de parler, assez une grande transparence dans le fait de raconter ce qu'il fait. On le voit bien, depuis le début, il se livre facilement aux journalistes. Et on se rend compte aussi que finalement, cette façon de faire rabaisse quelque part la fonction présidentielle, que ça n'est pas forcément très apprécié de la part des électeurs, et d'autre part qui se prend un peu les pieds dans le tapis, c'est-à-dire que ça lui retombe dessus, parce que les petites phrases sont sorties parfois de leur contexte et font beaucoup de mal. Il a pensé, François Hollande, que ce livre pourrait lui permettre de défendre et de mettre son bilan en avant. Et on le voit très bien. Il y a 20 pages consacrées à Florange dans le livre. Et il revient dans tous les détails de cette histoire. Mais je pense qu'il n'a pas mesuré l'effet, et alors que c'est un très grand connaisseur, l'effet des petites phrases notamment. Alors on dit qu'il adore le football, et même les footballeurs ont réagi et sont contents. Zinedine Zidane a jugé dérangeant les propos de François Hollande dans ce livre. Je rappelle que François Hollande enjoint les footballeurs à subir une musculation de cerveau, dit-il. Ils sont sans référence, sans valeur. Ils sont passés de gosses mal éduqués à vedettes richissimes sans préparation, Bernard Stéphane. Je crois que la question est la suivante. Est-ce que la parole présidentielle est une parole normale? Et on a la réponse. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, il se retrouve coincé par l'ensemble de son entourage qui ne comprend pas la façon dont il parle comme ça. Mais même de ses passions, on dit qu'il était d'ailleurs plutôt bon footballeur et qu'il était passionné par ça. Même ça se retourne contre lui. Tout se retourne contre lui et effectivement, je rejoins ce que vous disiez. La parole présidentielle ne peut pas être une parole normale et un propos de dîner ne peut pas être une parole présidentielle. Alors, quelques-uns d'entre vous vont déjeuner à l'Élysée aujourd'hui avec François Hollande. Est-ce que vous attendez une pédagogie nouvelle de ce livre, Bernard Stéphane? Vous serez des hôtes du président tout à l'heure. Peut-être, mais je n'écrirai pas de livre derrière. Bon, est-ce qu'il peut, au fond, vous expliquer mieux les choses en tête à tête? François Hollande pratique de temps en temps ce type de déjeuner avec des cercles divers de journalistes. Il décrypte l'actualité. Il vous fait du off, comme on dit. Oui, mais comme le fait le Premier ministre, comme le font certains ministres et aussi des dirigeants politiques de droite et de gauche. C'est une manière d'éclairer. Et pour le journaliste, c'est une manière aussi de récupérer de la matière pour travailler. Voilà. Denis Caro, vous en attendez quoi de ce déjeuner à l'Élysée? J'en attends pas d'explication sur le livre. Je pense que les sujets qui vont être abordés, le livre, on va en parler forcément, mais je pense que l'objet, là aussi, c'est auprès des journalistes de faire de la pédagogie, de défendre son bilan et ce qu'il avait prévu, de pouvoir expliquer quel est son calendrier qui a été fortement perturbé par ce qui s'est passé la semaine dernière. Sébastien Lacroix, André Berkoff dans Le Figaro dit qu'il reste au président de la République ses confidences aux journalistes et son humour qui est la politesse du désespoir. Oui, c'est peut-être frappé. Il reste que ça au coin du bon sens. La politesse du désespoir, c'est la formule est belle. Moi, j'ai l'impression que en fait, il fait tout pour ne pas avoir à se représenter et que derrière ça, il déstabilise l'ensemble de la gauche. Donc le désespoir, il est là, oui. On reste avec vous, Sébastien Lacroix, avec un drôle de lièvre dans l'Union de Reims aujourd'hui. Un professeur de droit public, Thomas Hochman, ou Hochman, je ne sais pas comment on prononce, de Reims, soulève l'impossibilité pour Nicolas Sarkozy d'être élu à cause de son statut de membre du Conseil constitutionnel. Racontez-nous ça.
Oui, alors c'est un lièvre qui est soulevé par Thomas Hochmann, je ne sais pas comment on prononce, si c'est Hochmann. Il y a deux manières. Professeur de droit public à l'université de Reims, et qui relève que constitutionnellement, le président de la République sortant rentre membre de droit à vie du Conseil constitutionnel. Et à ce titre, il n'a pas le droit de démissionner. Or, le statut de membre du Conseil constitutionnel est incompatible avec tout mandat électoral. Et donc, Nicolas Sarkozy, et c'est la première fois que le cas se présente, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, membre de droit et à vie du Conseil constitutionnel, ne pouvant pas démissionner du Conseil constitutionnel, s'il est élu, ne pourra pas être investi par le Conseil constitutionnel. Ça peut mener où, hein, en gros? Alors, il y a une jurisprudence, comment ça peut se passer? Voilà, alors en fait, c'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'il y a une jurisprudence qui vient de chez vous, c'est Giscard, qui en 1984, bien que membre à vie de droit du Conseil constitutionnel, s'est présenté aux législatives, il a été élu et le Conseil constitutionnel a tordu un peu le droit pour l'autoriser à exercer son mandat s'il ne siégeait pas au Conseil. Nicolas Sarkozy ne peut être à nouveau président. C'est le titre de votre page région à la une dans l'Union de Reims. C'est un bon scoop, ça, comme on dit. Merci Sébastien Lacroix. Bernard Stéphan, La Montagne, vous êtes rédacteur en chef adjoint. C'est le redécoupage des arrondissements qui pose problème. Les élus sont mécontents de ce guichet unique administratif et la réforme est pourtant inéluctable. Oui, la réforme est inéluctable. Nous prenons l'exemple du département du Puy-de-Dôme. Les arrondissements sont redécoupés et recalqués sur les nouvelles intercommunalités. Ça veut dire que des communes changent d'arrondissement. À quel arrondissement appartiendrez-vous? C'est votre titre. Tout à fait. Mais ça pose en filigrane la question de la réalité du paysage des sous-préfectures. Il y a en France aujourd'hui 335 sous-préfectures. La sous-préfecture, c'est une sorte de guichet unique administratif. Il a de moins en moins de pertinence en raison même de la dématérialisation des actes administratifs. Il reste toutefois un véritable guichet pour les élus locaux. Alors il y a de grands plans de réforme du paysage de la carte des sous-préfectures. En 1926, on en a déjà supprimé 106. Et aujourd'hui, on devrait passer bientôt de 335 à 249. Tous les élus le veulent, mais surtout pas chez eux. À quel arrondissement appartiendrez-vous? Voilà. C'est la question pour le futur immédiat dans La Montagne aujourd'hui. Merci Bernard Stéphan, Denis Caro. Alors vous, on s'évade, hein, c'est la mission ExoMars, la capsule fabriquée chez Thales à Cannes et qui se posera sur Mars demain soir. Oui, c'est Objectif Mars, comme on le dans titre Nice Matin. Dans Nice Matin et dans l'édition de Cannes. C'est un moment historique. Pour la première fois, une sonde européenne va se poser sur Mars demain soir. Et cette sonde, effectivement, elle a été conçue et fabriquée chez Thales à Cannes-la-Boca. Et à Cannes, c'est un vrai événement. Et d'ailleurs, il y a une soirée qui est organisée au Palais des Festivals avec 800 invités, des Cannois, des participants au MIPCOM qui se tient en ce moment, et les familles des gens de Thales, excellente pub, et qui vont suivre cet atterrissage demain soir. Cannes goes to Mars. C'est le titre de la soirée. C'est le titre de la soirée. Merci Denis Caro, vous dirigez les rédactions de Nice Matin et de Var Matin. Merci Sébastien Lacroix, rédacteur en chef de l'Union de Reims. À très bientôt dans cette matinale. Et merci Bernard Stéphan, rédacteur en chef adjoint de La Montagne, qui va déjeuner à l'Élysée aujourd'hui. On compte sur vous pour nous donner les dernières confidences de François Hollande. S'il y en a. Voilà. Peut-être pas les dernières. Peut-être pas les dernières. Voilà, c'est l'heure de la météo des territoires. On regarde le temps qu'il fait aujourd'hui, y compris dans les territoires français d'Amérique, du Pacifique et de l'océan Indien. C'est unique dans cette matinale. On regarde ça ensemble. La météo vous est présentée par Terroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France.
C'était la météo avec Terroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. Voilà la météo des territoires chaque jour dans Territoire d'Info. On passe au zapping, le premier zapping des matinales politiques dans un instant. Après les confessions de François Hollande aux journalistes du Monde, c'est au tour de Ségolène Royal d'exprimer des doutes quant au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Face au blocage du site, elle s'oppose une nouvelle fois au Premier ministre. Il vaut mieux arrêter les frais. La justice a tranché. Et donc quand il y a des propos comme cela, on ne revient pas sur la parole du Premier ministre. Ségolène Royal ? Je ne sais pas. Mais on ne revient pas et on ne joue pas avec la démocratie. Ce projet se fera, il se fera avec méthode et personne ne peut mettre en doute non seulement l'autorité du Premier ministre, mais l'autorité des électeurs. C'est un nouvel exemple, alors je ne veux pas utiliser de gros mots, mais de ce qu'est devenu ce gouvernement, c'est-à-dire un gigantesque foutoir. Même Claude Bartolone, le président de l'Assemblée, déclare dans cet article qu'il se pose des questions, je cite, et sous couvert d'anonymat, un autre parle de suicide politique. On vous imagine pas comme ça finalement, c'est surprenant de vous entendre. Comment vous imaginez ? Comme quelqu'un qui n'a jamais dit de gros mots depuis qu'il est né ? Comme quelqu'un vraiment, je suis un homme comme les autres, comme vous. Ça vous arrive de jurer aussi ? Moi aussi, ça m'arrive de jurer. Je viens à Florange dire que j'ai respecté l'ensemble de mes engagements. La phrase du jour est signée François Hollande. Le président de la République donne ce matin une interview dans plusieurs quotidiens locaux. J'ai toujours tenu bon, il ne faut jamais se laisser emporter par tel ou tel bout de phrase sorti de son contexte. Voilà ce que dit François Hollande. Non, les hauts fourneaux ne tournent plus, ne fument plus, n'existent plus là-bas. Mais la reconversion est en marche. Oui, d'accord, mais bon, si vous voulez, je ne pense pas qu'on puisse remplacer l'industrie française. D'ailleurs, Florange était un site rentable. Le président de la République a l'air de faire un peu la tournée des popotes pour faire le bilan de ce qu'il aurait promis, pour dire si, vous n'avez pas bien compris, mais j'ai probable candidature. C'est en toute discrétion que François Hollande arrive sur le site d'ArcelorMittal. Il est attendu par la direction et quelques salariés. Une visite sous contrôle pour éviter toute image gênante. Et partout en France, quand on parle de Florange, oh là là, Florange, c'est le symbole de ce qui a pu être premier qui a été tenu. Avant, si vous voulez, il y avait 3300 CDI il y a 5 ans qui se levaient le matin, qui venaient travailler sur le site. Aujourd'hui, ils sont 2300. Ça, c'est factuel. Ce qui est en cause, c'est le dénigrement rituel, c'est le fatalisme, c'est l'abandon, c'est la résignation. Qu'est-ce que vous avez observé avec d'abord beaucoup de tensions entre les 6 personnes qui étaient autour de moi. Deuxièmement, un déficit de politique et un surcroît ou une surabondance de gestion et d'administration. Quand je vois que dans cette ambiance totalement glacée où l'électroencéphalogramme était totalement plat, c'est pour les commentateurs Jean-Frédéric Poisson qui a gagné le débat, on se dit que justement, quand tout est plat, le moindre frisely ressemble à un tremblement de terre. J'interroge plusieurs personnes qui me disent on va voter Jean-Frédéric Poisson, ça vous fait quoi ? D'abord, c'est une très bonne idée et je veux dire à tous les manifestations que le 20 novembre, le poisson est à 2 €. Qu'on en profite. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour Jacques Attali, vous êtes l'invité de Territoire d'Info ce matin. Vous écrivez vivement après-demain chez Fayard et vous êtes économiste. Merci d'être avec nous sur ce plateau et écrivain, bien sûr. Pour vous interroger aujourd'hui à mes côtés, Véronique Jacquier de Sud Radio et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonjour, merci d'être avec nous. Jacques Attali, on a eu un premier débat avec des éditorialistes de la presse quotidienne régionale sur ce plateau il y a quelques minutes. Et le thème, c'était la méthode Hollande déstabilise ses proches. Vous le connaissez bien, vous le voyez régulièrement. Pouvez-vous nous aider à comprendre François Hollande, en tout cas à comprendre ce moment passé il y a quelques heures ? Alors, pourquoi fait-il cela ? Pourquoi ce livre ? D'abord, un livre, je suis placé pour le savoir, c'est une affaire de long terme, c'est pas une improvisation de dernière minute. Donc, je suppose, parce que je suis pas son commentateur ni son porte-parole, je suis juste un ami en la circonstance. Je suppose qu'il a eu l'idée assez intéressante de se faire accompagner de journalistes à qui il ferait des commentaires. Mais est-ce que c'est une bonne idée, une présidence aussi bavarde ? Ça peut être utile, après tout, ça peut être utile. La règle pour ma part, c'est que quand je me confie à un journaliste pour être publié, c'est que je relis toujours les textes. Et je pense que s'il y a une seule erreur dans ce processus, c'est pas le livre, c'est le fait de ne pas avoir exigé... C'est lui qui l'a commise, cette erreur ? Bah oui, puisque je crois comprendre qu'il y avait un accord, qu'il avait donné son accord avec aux journalistes pour ne pas relire. En tout cas, c'est ce que les journalistes disent. Donc ça me paraît...
très imprudent. Mais alors, je n'ai pas encore lu le livre, donc je ne peux pas parler du fond. C'est très loin d'un président que vous avez servi, hein, François Mitterrand, avec qui vous avez travaillé. Oui, enfin, vous savez, tous les présidents suivants ont été tout aussi loin de ma conception de la fonction présidentielle. Hein. Quand Nicolas Sarkozy monte en basket et en short l'escalier sacré de l'entrée de l'Élysée, il discrédite totalement la fonction présidentielle. Et Jacques Chirac n'a pas manqué aussi de ce genre de blasphème. Non, c'est vrai que depuis François Mitterrand, c'est ainsi. Mais c'est assez révélateur d'une chose beaucoup plus profonde. C'est que le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas qu'avant. Mais que les Français, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. Mais pourquoi il aurait moins de pouvoir? Véronique Jacquier, Sud Radio. Il a moins de pouvoir pour 1000 raisons. D'abord, pour de bonnes raisons. Il n'y a plus la peine de mort. Et il n'y a plus l'Union soviétique. Donc les deux dimensions fondamentales de la thaumaturgie, du droit de vie nucléaire, le droit de vie et de mort, ont disparu. L'euro, aussi bonne raison, fait qu'une grande partie de la politique économique est heureusement devenue européenne. La décentralisation, les grands investissements ne sont plus dans l'État et la politique de grandes infrastructures ne lui appartient plus. Les privatisations, il n'y a plus de politique industrielle possible. La globalisation, le marché l'a emporté très largement. Et donc il y a un très grand nombre de choses qu'on croyait à la portée de l'État qui ne le sont plus. Il n'empêche qu'il y a encore beaucoup de choses possibles et qu'en particulier il appartient au président de la République d'incarner la nation, non pas de la conduire au quotidien, et de lui montrer, et c'est l'objet du livre que je publie aujourd'hui, qu'un grand avenir est possible pour la France à condition de se concentrer sur les grands sujets qui la détermineront. Gilles Leclerc, Public Sénat. D'aujourd'hui, par rapport à ce que vous réclamez depuis plusieurs ouvrages, est-ce que vous voyez quand même un profil, par exemple, prenons la gauche aujourd'hui, qui est quand même en très mauvais état, comment vous voyez cette gauche aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle peut encore montrer, signifier? La droite n'est... Premièrement, la droite n'est pas en meilleur état. Loin de là. Elle est extrêmement divisée. Il y a des querelles idéologiques énormes entre eux. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur rien. Je pense, contrairement à ce qui est dit de façon dominante, que les idées de gauche sont majoritaires en France, aujourd'hui. Les idées de protection, de sécurité. À quoi les Français s'intéressent? Au logement, à l'emploi, au travail, à l'éducation de leurs enfants. Des idées de gauche. Et à la sécurité, qui est en fait... Qui peut incarner ça? Alors, c'est pas une question pour moi encore de personne. J'aurais préféré... Ça viendra ? J'aurais préféré... Vous aviez dit il y a quelque temps, je préfère des primaires de programme avant des primaires de candidats. Exactement. Elles ont lieu là? Non, pas elles balbutient. Parce que, on a des primaires de candidats, leurs programmes sont pour l'instant extrêmement décevants, parce que pour moi, le juge de paix d'un programme, c'est son chiffrage, c'est savoir ce qui est cohérent. Je me suis permis, avec un grand nombre de gens, puisqu'on était plus de 25 000 à y contribuer, à faire un programme, mais ce n'est pas l'objet de ce livre. Quand nous, on avait fait un programme, on a fait un programme chiffré. Et il n'y a pas de programme chiffré. Et d'autre part, c'est pas mis dans la perspective. Ce vivement après-demain, c'est un livre où j'essaie de montrer ce que sera le monde en 2030 et comment on va d'ici à 2030 dans le monde comme en France. Donc pour vous, par exemple, je ne vois aucun des primaires à droite, ça ne répond pas à ce que... Non, pas du tout. Je ne vois aucun programme s'inscrivant dans une vision du monde. Ils n'ont parlé ni de démographie, ni de technologie, ni d'évolution culturelle, ni de place d'évolution géopolitique des continents, ni d'évolution géopolitique des continents. Rien de ce qui fait l'essentiel des grands enjeux. Jacques Attali, puisque c'est vous qui avez présenté Emmanuel Macron à François Hollande. Oui, et on revient toujours aux questions de personne. Mais beaucoup de temps à accoucher d'une vision et d'un programme. Il y a toujours à la sortie de ces émissions que je fais avec vous, avec plaisir, une toute petite phrase qui est retenue, et cette petite phrase, en général, elle vise à m'antagoniser avec les uns et les autres. Donc je ne me prête pas à ce jeu. Je souhaiterais maintenant que les uns et les autres accouchent d'un projet. Mais là, vous pensez que ça va être possible avec un Emmanuel Macron qui porte beaucoup d'espoir? Encore une fois, j'attends de lui comme des autres, mais de tous les autres, un projet et un programme. Mais encore une fois, je pense que ce pays est majoritairement aujourd'hui à gauche. Et c'est donc la faute de la gauche. L'idée même de primaire, quand même, induit la notion de programme. On l'a vu la semaine dernière avec les candidats de droite et du centre. Donc, il y a quand même des chiffres, il y a quand même des projections, il y a quand même des objectifs. Alors, certes, c'est peut-être trop gestionnaire et pas assez politique. Voilà, il y a des lambeaux de programme, mais il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision. Encore une fois, je vous ai dit, les grands enjeux... Un président de la République, c'est là pour nous donner, s'inscrire dans l'histoire et inscrire le pays dans l'histoire. Je ne vois pas inscrit la vision de la France dans l'histoire. Je ne vois pas inscrit la démographie, la francophonie, la technologie, la culture, ce
Qu'est-ce que c'est que le bonheur d'être français? Le fait que la France peut être un immense pays. Propose une identité heureuse quand même. C'est 2 mots, mais ce n'est pas une vision de la France dans le monde. Ce n'est pas une vision de la France dans le monde. Et ça manque beaucoup, vraiment. Je crois que c'est ça dont les Français ont besoin aujourd'hui. C'est qu'on leur dise, ne vous inquiétez pas, vos enfants pourront vivre mieux que vous. Depuis 1945, les Français ont eu la certitude que leurs enfants vivraient mieux qu'eux. Aujourd'hui, cette certitude a disparu. La fonction du président de la République, c'est d'abord de montrer de façon convaincante que les enfants d'aujourd'hui vivront mieux que leurs parents. Et c'est ça une vision à 20 ans, c'est ça que j'essaye de faire avec Vivement après-demain. Jacques Attali est l'invité de Territoire d'Info sur Public Sénat Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. C'est quoi le défi principal, si vous deviez en sortir qu'un, pour les 5 ans qui viennent de ce nouveau président qui arrive dans 6 mois et demi? Bon, évidemment, il y a beaucoup de choses. Et une fonction, pour nos téléspectateurs. Donc je vais vous répondre, mais il ne faut pas malgré tout réduire tout à une seule défi. Si j'avais à en dire qu'un, parmi tous ceux qui sont importants, je dirais sans aucun doute l'éducation. Et si j'avais à me concentrer davantage, l'école maternelle. Mais l'éducation en général, c'est là où tout se joue, c'est là où l'avenir des enfants se joue, c'est là où l'avenir du pays se joue. Et c'est là où tout s'explique. Par exemple, je pense qu'il vaut mieux former les gens au métier d'après-demain que de les garder dans les métiers d'avant-hier. Il y a des pays qui réussissent mieux que nous là-dessus. Nous sommes, si vous prenez le classement PISA, si vous le regardez en détail, vous apercevez que tous les pays progressent et que nous, qui sommes 25e, ou à peu près selon les différents indices, nous reculons. Bien que nous dépensions beaucoup d'argent en matière d'éducation, d'ailleurs plus dans l'enseignement secondaire que dans l'enseignement primaire. Vous avez observé qui est le meilleur, j'allais dire, dans ce domaine? Il y a beaucoup de pays qui vont bien, mais disons les pays nordiques vont particulièrement bien, en particulier la Finlande est un des pays qui va le mieux au monde. Mais pourquoi nous allons mal? Parce que, on ne consacre pas assez d'argent aux écoles maternelles dans les quartiers difficiles. Ça, c'est la clé. Si on veut régler le problème du chômage et le problème de l'ensemble des processus d'intégration, il faut tripler l'encadrement des maternelles dans les quartiers difficiles. 2, on ne laisse pas assez d'autonomie aux directeurs des écoles qui doivent pouvoir recruter et licencier leurs maîtres. C'est une révolution, mais c'est ça qui se fait partout, c'est-à-dire avoir une vraie école adaptée à l'environnement dans lequel elle se trouve. Le mammouth ne suivra pas forcément. Mais c'est pas de savoir si le mammouth suit, c'est juste savoir s'il y a un berger au mammouth ou si les mammouths sont des animaux sauvages. Le simple fait de l'appeler comme ça. Or, je crois que les enseignants sont... les enseignants sont curieusement mal payés. Si on Et vous seriez pour, par exemple, la suppression du statut de fonctionnaire pour les enseignants? Je pense que ce n'est pas le problème majeur. De toute façon, aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe, on a tellement de mal à recruter des enseignants, même dans le privé d'ailleurs, qu'on les recrute presque à n'importe comment. Et donc, ils ne sont pas tous fonctionnaires, loin de là. Et même, on parle du statut du fonctionnaire, mais il n'est plus du tout respecté, puisque on recrute des enseignants pour 6 mois, pour 2 mois, pour presque à la cantonade, en quelque sorte. Donc, il faudrait que les enseignants soient mieux payés et plus d'obligations. Et il y a beaucoup de réformes qui sont nécessaires, qui sont... Et puis, ça va jusqu'à la formation permanente. Je disais tout à l'heure, il est plus important de former en permanence des gens au métier d'après-demain. Ça coûte moins cher de former des gens au métier d'après-demain que de leur conserver un emploi d'avant-hier. Et c'est pourtant ce qu'on fait aujourd'hui de façon permanente. Alors, dans votre... Gilles Leclerc. Il y a un autre sujet dont vous parlez dans votre ouvrage, c'est les flux migratoires. Oui. Très ponctuellement, là, le gouvernement est confronté à ce qu'on appelle, entre guillemets, la jungle de Calais. Est-ce que vous êtes favorable à une répartition de ces camps sur l'ensemble du territoire? Comment faut-il le traiter ponctuellement? D'abord, dans ce livre, en effet, je décris les flux migratoires qui ne font que commencer si on n'y prend pas garde. Le Sahel, dans les 15 prochaines années, va voir sa population doubler, sinon tripler. Et le Sahel, c'est des pays francophones qui seront incapables si on ne les aide pas. Donc, si on veut éviter d'avoir la jungle de Calais puissance 25, puissance 200... Vous pensez qu'il y aura des conflits majeurs liés à ces grandes migrations? Oui, si on ne crée pas les conditions de développement du Sahel, qui est dans notre intérêt. Nous avons intérêt au développement du Sahel. Aider l'Afrique, aider les Africains. C'est ce que j'appelle l'altruisme intéressé. Nous avons intérêt à être altruistes. C'est notre intérêt de faire que ces pays se stabilisent. Oui, mais là, ponctuellement, sur ce sujet, moi, je pense que la première des choses, c'est d'ouvrir la frontière avec la Grande-Bretagne. C'est pas à nous à gérer ça. C'est aux Anglais. Ces gens veulent aller en Angleterre, qu'ils y aillent. Premièrement. Deuxièmement, il faut faire plus encore, et je sais qu'on le fait, souvent les associations le font de façon magnifique, pour convaincre les gens qui sont là que leur intérêt est d'être en France. Et lorsqu'on leur explique véritablement bien, mais il faut avoir le courage de le faire,
de dire aux gens qui sont là, vous avez intérêt à être en France. Vous avez intérêt à être en France. Et on leur explique tous leurs droits et ils le comprennent. Donc, moi, j'ouvrirai les frontières avec la Grande-Bretagne et j'essaierai de tout faire pour convaincre ces gens de venir. Évidemment, il faut supprimer cette jungle. Et en particulier pour les enfants seuls qui sont aujourd'hui là. Donc, je pense d'ailleurs qu'on pourrait, pour commencer, peut-être est-ce une idée à creuser, je ne sais pas si elle est assez banale pour l'avoir été déjà, proposer aux réfugiés qui sont déjà installés de prendre avec eux des enfants de réfugiés orphelins, de façon à créer une sorte de connivence culturelle. Mais la question divise les Français, la question de l'accueil des migrants, l'accueil de ce qui doit être fait, comme vous le dites, dans les 15 ans à venir. Donc qu'est-ce que vous dites aux Français? Je leur dis de regarder les 15 ans qui viennent. Dans les 15 ans qui viennent, nous avons absolument intérêt à accueillir les talents venus d'ailleurs. C'est la seule façon que nous aurons de payer les retraites de ceux qui travaillent aujourd'hui. Donc encore une fois, nous avons un peu moins besoin, puisque nous n'avons pas les mêmes problèmes démographiques que l'Allemagne. Mais nous avons intérêt quand même, c'est fondamental. Si la France veut devenir enfin une très grande puissance, elle a intérêt de faire. Naturellement, ça passe par l'intégration, et l'intégration passe par l'école maternelle dont je parlais tout à l'heure. Donc ça ne sert à rien de recevoir des migrants si on ne les intègre pas. Et l'école maternelle est fondamentale. Gilles Leclerc. Une question sur le fonctionnement de l'État. Notre-Dame-des-Landes, il y a un référendum, et aujourd'hui on voit qu'au plus haut niveau de l'État, il y a deux musiques, deux discours tout à fait différents, Ségolène Royal et Manuel Valls. Vous en pensez quoi? Sur le principe. Sur le principe, je pense qu'à partir du moment où une décision a été prise et où une décision a été démocratiquement prise, elle doit s'appliquer. Ça renvoie, si je peux me permettre, à la grille de lecture de mon livre dans lequel je dis que le marché est en train de s'imposer sur la démocratie et qu'il faut redonner du pouvoir à la démocratie. Et le comportement des uns et des autres qui veulent remettre en cause la démocratie dans cette affaire est extrêmement inquiétant. Vous pensez à Ségolène Royal quand vous dites ça? Non, mais vous me faites des querelles personnelles, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas un titre à la sortie de votre émission disant Jacques Attali attaque machin ou truc. Ça ne m'intéresse pas. Non. C'est de la pédagogie. Jacques Attali, vous étiez très proche de François Mitterrand. Anne Pinjot a publié un livre, c'est l'histoire d'un amour caché avec François Mitterrand. Alors, à la question, fallait-il publier les lettres de François Mitterrand? Je ne sais pas, a-t-elle dit. Est-ce que vous savez, vous? Les lettres d'amour, c'est toujours magnifique, et j'ai publié la biographie de Diderot dans laquelle Diderot explique très longuement l'importance des lettres d'amour, et on écrit des magnifiques. Celles de François Mitterrand sont magnifiques. J'aurais préféré, pour ma part, avoir la certitude qu'il était favorable à cette publication. Vous n'en êtes pas sûr, donc? Je ne sais pas. Je n'ai pas la preuve qu'il était. Quand j'ai publié Verbatim, c'est non seulement avec la preuve qu'il était favorable, mais à sa demande. C'est lui qui m'avait demandé d'écrire, et il l'a ensuite redit publiquement. Là, je ne sais pas. Il n'empêche, même si j'ai un certain malaise lié à ça, parce que ces lettres sont vraiment extrêmement intimes, ça donne une dimension du personnage que moi je connaissais bien, c'est-à-dire quelqu'un de magnifique, d'humain, de romantique, de sensible, que la plupart des Français ne connaissaient pas, et je suis heureux qu'on le connaisse mieux ainsi. À l'Élysée, vous étiez au courant de cette relation, vous saviez? Bien avant. Bien avant l'Élysée. Mais je l'ai su en 74. Et vous en avez pensé quoi? Vous savez... Quel jugement sur l'homme, ça vous... C'était assez étrange, puisque entre 74 et 81, nous jouions au tennis, François Mitterrand et moi, tous les mardis à 11h, et nos deux partenaires de double étaient Gilbert Mitterrand et Jean, le professeur de gymnastique, qui vivait avec Daniel. Donc, vous voyez, nous avions déjà la certitude que ce couple était relativement moderne. Si tant est qu'on puisse appeler ça moderne. Jacques Attali, d'avoir été l'invité de Territoire d'Info. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Voilà, alors que se quitte sur ce plateau Jacques Attali, merci. Merci, à bientôt. Voilà, vous voyez, c'est du direct. Denis Jeanbart, bonjour. Vous êtes bonjour Cyril, bonjour Yves, bonjour à tous. À Challenge et à Sud Radio. Bonjour Cyril, et bonjour à tous. Denis Jeanbart et bonjour Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. On passe tout de suite au débrief de Jacques Attali et de ce qu'il nous a dit sur ce plateau. Alors, il est comme tous les autres aujourd'hui, il est gêné d'avoir à défendre François Hollande. Hein, c'est ce qu'on a senti de Denis Jeanbart. Oui, en même temps, on voit bien qu'il essaie de faire des propositions. Ça a toujours été son travail pour l'avenir du pays. Et visiblement,
refuse de pouvoir être accusé de soutenir ou critiquer quelqu'un aujourd'hui. Il se tient. Même sur Emmanuel Macron, il a été très en réserve. Hein. Oui, même si c'est quelqu'un qu'il a déniché d'une certaine manière, puisqu'il faisait partie, je crois qu'il était le secrétaire de la commission Attali, qu'avait constitué Jacques Attali pour réfléchir à l'avenir déjà de la France sous Nicolas Sarkozy. Ma question, elle était plus large. Est-ce que François Hollande est défendable par ses amis aujourd'hui? Voilà. J'ai l'impression qu'ils sont dans un très grand embarras. Moi, personnellement, je considère que ce livre publié aujourd'hui, c'est une faute politique. Et surtout, même si au fond, on ne fait pas de très grandes découvertes, on a sorti l'essentiel du livre, les quelques phrases qui pouvaient susciter débat. Mais surtout, c'est, pour reprendre l'expression de Véronique Jacquier, on voit un président bavard qui passe son temps à s'observer lui-même. Et ça pose la question de l'autorité de l'État. Et ça renvoie d'ailleurs à l'observation de Jacques Attali, c'est-à-dire, je pense que le chef de l'État, compte tenu de la dépossession du pouvoir qu'il a décrite, très juste. Plus de bouton nucléaire. Voilà. Enfin, si, le bouton nucléaire, il l'a toujours. Oui. Enfin, mais il sert moins. Voilà. Mais il n'y a plus d'incarnation. Et quand on se comporte comme ça, eh bien, on abaisse la fonction présidentielle et donc on perd de l'autorité. C'est ça le problème de François Hollande. Il n'a plus d'autorité et il laisse les Français indifférents, plus indifférents qu'en colère. Sarkozy, il déclenchait de la polémique. On était pour, on était contre, mais il créait un débat autour de lui. François Hollande, il ne crée plus que de l'indifférence parce qu'on ne croit plus à son autorité. Yves Tréhard, est-ce que ça sera propre à tous les présidents de la République qui vont arriver, ça? Cette diminution de ses pouvoirs qui, au fond, vont le rendre plus compliqué à exister. Non, pas complètement, parce que justement, on dit que le quinquennat a renforcé la présidentialisation du mandat présidentiel, parce que d'abord, il y a l'inversion du calendrier par rapport aux législatives, et puis deuxièmement, on voit bien que la fonction de Premier ministre a été affaiblie quand même d'une certaine façon, et que l'homme qui est comptable devant le peuple français, c'est le président de la République. Moi, ce que je retiendrai de... Vous savez, pour savoir s'il va être lâché ou pas, François Hollande, pour des soutiens, il faut avoir des amis. Est-ce que François Hollande a des amis? Avec le comportement et le tempérament qu'il a, je ne sais pas s'il peut avoir des amis, parce que c'est quelqu'un en qui est-ce que vous pouvez avoir confiance en lui alors qu'il est prêt à dire tout et son contraire? Est-ce que c'est pas pareil? Et surtout à n'assumer aucune responsabilité. Il n'assume rien, donc c'est difficile d'avoir des amis dans ces conditions-là. Le mystère Hollande, Harakiri, le président piégé... Oui, moi je pense que c'est compliqué. Non, c'est les titres des journaux. Mais là, on est dans le court-termisme. Ce qui est intéressant, c'est ce que dit Jacques Attali sur l'avenir de la France et sur les grands enjeux de notre pays. Et le grand enjeu du pays, il a raison, c'est l'éducation. Dans les maternelles, dit-il, ça démarre. Oui, alors maternelle, on peut discuter, mais regardez, ce qui se passe dans les banlieues françaises, dont on parle moins depuis qu'il y a le terrorisme, les histoires de terrorisme, et pourtant c'est étroitement lié, c'est un problème d'éducation. Ces gamins-là qui tapent sur du flic, qui caillassent des voitures de police, qui se comportent de façon absolument déraisonnable, et encore qui sont des voyous, qui ne vivent que du commerce de la drogue et tout ça. C'est quoi la cause de ce mal, de ce dérèglement? C'est l'absence d'éducation. Et l'absence d'éducation, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Tant qu'on n'aura pas... on peut mettre plus de policiers, plus de forces de l'ordre, plus de sécurité, ça ne résoudra pas les problèmes comportementaux des jeunes Français qui se livrent, enfin qui sortent, si vous voulez, du droit chemin. Et la clé fondamentale, c'est l'éducation. Évidemment. Et Jacques Attali nous a dit ce matin, Denis Jeanbart, qu'il y avait des pays qui avaient trouvé des solutions au fond. Il parle des pays du Nord, de l'Europe. On le sait, la Finlande et les pays du Nord de l'Europe, en même temps, ce sont des pays qui n'ont pas la même dimension que la nôtre, et donc les problèmes sont différents, pas les mêmes problèmes d'immigration, d'intégration, etc. Ça prendra du temps. Tout à fait. Ça prendra du temps, simplement, vous savez, une politique, il faut la décider. Et on est dans l'indécision, notamment sur ces questions d'éducation. Regardez, ça fait 30 ans que... D'abord, chaque ministre qui arrive annonce une grande réforme, chaque président, etc. Au bout de 2 ans, le ministre, il est balayé, la réforme, elle n'est pas encore en œuvre, que déjà, on a mis en place un autre ministre de l'Éducation qui lance sa propre réforme. Donc, on fait du surplace en permanence sans s'attaquer au fond. Je partage complètement le point de vue de Jacques Attali sur la nécessité de reprendre le problème à la base, maternelle et primaire,
pour l'acquisition des savoirs fondamentaux. Vous n'avez pas de possibilité d'intégrer les gens dans la société s'ils ne savent pas lire et compter. C'est basique, c'est du bon sens. Il y a une perte de bon sens quand même. On passe notre temps à complexifier les choses. Et autre chose, d'ailleurs, je relève chez Jacques Attali, il dit qu'il faut avoir une vision pour un président de la République. Et moi, je suis très inquiet sur la présidence qui s'avance. On voit bien que François Hollande n'en a pas. On parle de social-démocratie, dans la rénovée, etc. Mais il ne se projette pas à 15 ans. Pourquoi ils n'inscrivent jamais la réflexion sur le monde, l'Europe et le pays? On a vu un débat que je n'ai pas trouvé, moi, médiocre, jeudi dernier, mais on n'a vu que des gestionnaires. Alors Emmanuel Macron, dans l'interview qu'il a accordée à Challenge, des comptables, a dit Marine Le Pen. Lui, il dit il faut une vision, mais pour le moment, il ne nous dit pas laquelle. Alors je ne dis pas que c'est facile, mais il faut cette incarnation. Yves Tréhard, à droite, qui a la meilleure solution sur ces problèmes? Qui aujourd'hui y a travaillé? Question à 1000 francs, à 1000 euros. Ça, j'en sais rien. Ils y ont tous. On voit bien qu'ils ont des opinions qui sont à peu près, c'est tous les mêmes. C'est-à-dire que il y en a pas un qui non, mais ils veulent remettre en question la réforme des collèges qui a été engagée par Najat Vallaud-Belkacem, qui c'est vrai catastrophique selon moi parce que elle casse le système d'apprentissage et surtout de transmission des savoirs, puisque c'est une espèce d'école ouverte où la dimension ludique est supérieure à la dimension d'apprentissage. Donc je sais que Alain Juppé veut abroger cette loi, par exemple, et puis ils ont tous le souci de remettre l'éducation sur de bons rails. Je crois qu'il y a un compromis qu'il faut trouver sur l'éducation, c'est remettre l'éducation sur de bons rails pour savoir lire, écrire, compter, et apprendre, mais il faut aussi peut-être s'inspirer de ce qu'on fait pas mal de pays chez qui ça marche, dans des apprentissages nouveaux, une nouvelle façon peut-être d'apprendre, ce qui serait peut-être pas mal, et pour ça il faut évidemment avoir beaucoup travaillé. Merci Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Merci Denis Jeanbart d'avoir été nos invités pour débriefer Jacques Attali. On passe au Zap Élysée, le premier zapping des matinales, on regarde ensemble. Après les confessions de François Hollande aux journalistes du Monde, c'est au tour de Ségolène Royal d'exprimer des doutes quant au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Face au blocage du site, elle s'oppose une nouvelle fois au Premier ministre. Il vaut mieux arrêter les frais. La justice a tranché. Et donc quand il y a des propos comme cela, on ne revient pas sur la parole du Premier ministre. Ségolène Royal ? Je ne sais pas. Mais on ne revient pas et on ne joue pas avec la démocratie. Ce projet se fera, il se fera avec méthode, et personne ne peut mettre en doute non seulement l'autorité du Premier ministre, mais l'autorité des électeurs. C'est un nouvel exemple, alors je ne veux pas utiliser de gros mots, mais de ce qu'est devenu ce gouvernement, c'est-à-dire un gigantesque foutoir. Même Claude Bartolone, le président de l'Assemblée, déclare dans cet article qu'il se pose des questions, je cite, et sous couvert d'anonymat, un autre parle de suicide politique. On vous imagine pas comme ça finalement, c'est surprenant de vous entendre. Comment vous m'imaginez? Comme quelqu'un qui n'a jamais dit de gros mots depuis qu'il est né? Comme quelqu'un vraiment, je suis un homme comme les autres, comme vous. Ça vous arrive de jurer aussi? Moi aussi, ça m'arrive de jurer. Je viens à Florence dire que j'ai respecté l'ensemble de mes engagements. La phrase du jour est signée François Hollande. Le président de la République donne ce matin une interview dans plusieurs quotidiens locaux. J'ai toujours tenu bon, il ne faut jamais se laisser emporter par tel ou tel bout de phrase sorti de son contexte. Voilà ce que dit François Hollande. Non, les hauts fourneaux ne tournent plus, ne fument plus, n'existent plus là-bas. Mais la reconversion est en marche. Oui, d'accord, mais bon, si vous voulez, je ne pense pas qu'on puisse remplacer l'industrie française. D'ailleurs, Florange était un site rentable. Le président de la République a l'air de faire un peu la tournée des popotes pour faire le bilan de ce qu'il aurait promis, pour dire si, vous n'avez pas bien compris, mais j'ai probable tenu mes candidature. promesses. C'est en toute discrétion que François Hollande arrive sur le site d'ArcelorMittal. Il est attendu par la direction et quelques salariés. Une visite sous contrôle pour éviter toute image gênante. Et partout en France, quand on parle de Florange, je vais dire, oh là là, Florange, c'est le symbole de ce qui a pu être promis et qui a été tenu. Avant, si vous voulez, il y avait 3300 CDI il y a 5 ans qui se levaient le matin, qui venaient travailler sur le site. Aujourd'hui, ils sont 2300. Ça, c'est factuel. Ce qui est en cause, c'est le dénigrement rituel, c'est le fatalisme, c'est l'abandon, c'est la résignation. Qu'est-ce que vous avez observé avec d'abord ces concurrents? beaucoup de tensions entre les 6 personnes qui étaient autour de moi. Deuxièmement,
un déficit de politique et un surcroît ou une surabondance de gestion et d'administration. Quand je vois que dans cette ambiance totalement glacée où l'électroencéphalogramme était totalement plat, c'est pour les commentateurs Jean-Frédéric Poisson qui a gagné le débat, on se dit que justement, quand tout est plat, le moindre frisely ressemble à un tremblement de terre. J'interroge plusieurs personnes qui me disent on va voter Jean-Frédéric Poisson. Ça vous fait quoi? D'abord, c'est une très bonne idée. Et je veux dire à tous les manifestations que le 20 novembre, le poisson est à 2 €. Qu'on en profite. Voilà, merci d'avoir suivi Territoire d'Info. On se retrouve demain matin à la même heure, bien évidemment. Bonne journée à tous.